Bonsoir à tous. Alors, Volcker vient de me dire quelque chose qui m'a fait rire, c'est qu'il n'y a qu'à Paris, dans le monde, où une salle peut être pleine pour aller écouter un réalisateur. Alors pour nous, c'est étonnant, effectivement, parce que ça nous paraît pourtant nécessaire et même profondément passionnant. Alors, au départ, je voulais vous présenter Volker Schlöndorff comme ça, spontanément, mais c'est assez difficile. J'ai donc écrit un petit discours, si je peux appeler ça de cette façon. Et puis ensuite, nous allons vous projeter un très court film pour essayer de balayer son œuvre avant de le recevoir. Alors, comment vous parler de Volker Schlöndorff? Comment vous résumer la vie, la carrière d'un homme qui, à lui seul, a traversé, plus que quiconque, un tel pan de l'histoire du cinéma et de l'histoire elle-même? Nous recevons ce soir un voyageur, un philosophe, un homme qui tombait à 15 ans dans les affres de l'existentialisme à la lecture de Sartre, un lecteur assidu, un observateur du monde qui, dans les premiers temps, pour le citer, ne cherchait pas les aventures, mais était curieux de savoir comment d'autres sont et comment ils vivent, à chercher dans les livres non plus seulement l'inconnu, mais la confirmation de ce qu'il éprouvait lui-même confusément. Il l'intéressait d'autant plus qu'il s'y retrouvait, un besoin d'auteur qui lui confirmait tant ce qu'il ne faisait que soupçonner sans oser le penser lui-même, la recherche d'autres êtres partageant le sentiment qu'il avait de l'existence, afin de le libérer de sa solitude. Quand on lit, il y a toujours un moment magique où un livre révèle son secret, où certaines phrases ont soudain une telle vibration qu'on sent que c'est à cause de cette phrase, à cause de cette situation que l'auteur a écrit tout le livre. En adaptant un roman, en écrivant le scénario, en répétant avec les comédiens sur le tournage, au montage, nous vivons toujours de tels instants de vérité. Pour adapter un roman, il faut justement savoir trouver cette énergie cachée dans le texte, dit-il dans ses formidables mémoires qui constituent pour moi l'un des plus bels ouvrages jamais écrits sur cet art encore embryonnaire qu'est le cinéma. Non pas un Hollywood story ni un temps scellé, mais bien au-delà, car un témoignage d'une extraordinaire sincérité, initiatique pour le jeune lecteur que je fus à sa lecture, de la mort de sa mère, vecteur semble-t-il d'une certaine trajectoire de vie et d'art par la suite, à sa rencontre des jésuites, de l'internat de Vannes où il passera quelques années pour y découvrir ce qui sera pour lui l'un des événements les plus marquants de sa vie, Nuit et brouillard d'un Rennais, et cette question qui le taraude encore aujourd'hui, mais comment cela a-t-il pu être possible? Les lectures comme fondement, peut-être, un pouvoir d'adaptation unique et tranchant, porté par l'envie dévorante de vivre toujours, vivre encore, avec cette phrase qu'il ne cessera de se répéter à partir de l'instant où il l'aura entendue pour la première fois, « Just do it ». Mais c'est aussi un homme amoureux que nous recevons. Un homme qui, sur le tournage de l'année dernière à Marienbad d'Alain Resnais, dont il était l'assistant, s'infiltrait dans la loge de Delphine Seyrig pour lui voler ses mouchoirs bordés par les traces de son rouge à lèvres. Objet qu'il garde encore précieusement entre les pages d'un petit volume noir de Rilke, des histoires d'amour, de sa vie à ses films, de ses films à sa vie. La guerre, c'est le monde dans lequel je suis né. J'avais 6 ans, évidemment je ne parle pas de moi. J'avais 6 ans quand elle s'est terminée, je m'en souviens très bien. Je peux dire aujourd'hui, 70 ans plus tard, que je ne suis pas encore tout à fait habitué à la paix. La guerre a toujours frappé à ma porte. D'ailleurs, la moitié de mes films en parlent. La guerre, c'est mon univers. Une première porte d'entrée pour lire cette œuvre, mais avec cette particularité de porter à l'écran des personnages qui, malgré les cataclysmes ambiants, s'inventent un monde en confondant rêve et réalité. Le cinéma, alors comme fabrique de cet entre-deux, comme peinture subjective et onirique du monde, du portrait de cet enfant qui refusa de grandir dans le tambour, au monument filmique érigé pour ses héros et martyrs de notre temps, de nos temps, pardon, Guy Moquet, Anna Valensikovitch ou encore Raoul Nordling. Assistant de Louis Malle, Resnais donc, et Jean-Pierre Melville qui se montre avec lui si possessif qu'il y vit comme un fils, Volker Schlöndorff s'interrogera toute sa vie sur des notions constitutives des plus grands raisonnements philosophiques, matière dont il a d'ailleurs eu un grand prix lors de ses années d'études au lycée Henri IV, avec une phrase de Pascal, peut-être, pour n'en citer qu'une, disant qu'une vie est heureuse quand elle commence par l'amour et qu'elle finit par l'ambition. Quand c'est l'inverse, on s'interdit tout risque, nous dit Volker. Mais le bonheur est le plus grand des risques, puisqu'on ne sait pas tout ce qu'on serait capable de faire pour lui. Le risque existe même que le bonheur vous change, qu'on devienne effectivement un autre. Cet autre, qui serait-il et quoi? C'est un père jésuite qui lui disait un jour qu'il faut avant tout faire ce à quoi l'on croit et sans contrepartie, alors on est heureux. Retenir cela, le graver en soi et surtout le pratiquer. Il est drôle de se dire que ce sont des bons pères qui l'encouragèrent à prendre au sérieux ses impulsions de cinéma et à déduire d'un désir vague un but professionnel. Et c'est ainsi que le cinéaste se questionne encore et encore, retenant néanmoins cette leçon d'Arthur Miller, méditant qu'il ne faut jamais faire de bilan. Car selon lui, si l'on tentait de faire le compte de ce que l'on avait gagné et ce que l'on avait perdu dans sa vie, au total, on n'obtiendrait pas grand-chose. It does not add up too much.
Et pourtant, quel bilan, près de 30 films aux 4 coins du monde, une vie d'image, d'amour et d'amitié, de douleur, de bonheur et d'envie, une œuvre d'une singularité et d'une force considérable. Et pour finir, avant de vous présenter un tout petit film que nous avons monté pour remettre en lumière cette carrière immense, lecture de la 4e de couverture de Tambour battant, ces mémoires extraordinaires dont je vous ai parlé, que le cinéaste vous dédicacera tout à l'heure, à la fin du film, dans les salons du cinéma. Ou plutôt dans le hall, pardon. Né allemand, je suis devenu français puis américain. Rêveur, je me suis fait homme d'action. Mélancolique, le marathon m'a converti à la joie. Je n'ai jamais été là où l'on m'attendait, et pourtant, jamais je n'ai eu l'impression de me perdre. L'identité, au contraire de la virginité, ne se perd pas, elle s'acquiert. Quelles qu'en aient été les formes successives, je n'ai jamais cessé de sentir en moi quelque chose d'inchangé, voire d'incorrigible, un souffle, un je ne sais quoi qui peut vivre et qui m'anime. Peut-être est-ce l'âme, cette vieille lune, ou le cœur qui va, tambour battant. Au bout de 30 films, je pensais avoir tout dit, mais en exhumant mes journaux, mes carnets et des photos, j'ai découvert ce qui s'était joué entre les scènes. Ma vie et mes films, tel est donc ce livre. 50 ans de cinéma où l'on croisera Ernest Lubitsch, Fritz Lang, Jeanne Moreau, Alain Delon, Quentin Tarantino et bien d'autres, mais aussi flashbacks intimes sur des amis et des livres, des femmes et des pays, des doutes et des joies, le goût de mon enfance et l'empreinte des premières lectures. Mes années de lycée en France, mon entrée au cinéma par la petite porte, à l'école de Louis Malle, de Jean-Pierre Melville, le succès du tambour après des débuts chaotiques, les galères de tournage, les rencontres inoubliables de Bertrand Tavernier, de Günter Grass, d'Arthur Miller, les petits béguins et les grands amours, tout cela, comme dans les salles obscures, en un fondu d'ombre et de lumière. Cette soirée est exceptionnelle pour nous, jeunes cinéastes qui vous proposons depuis maintenant quelques années des rencontres avec ceux qui font le cinéma. Ce soir est une forme d'apothéose, un honneur. Alors merci à vous et merci à Volker Schlöndorff. À tout de suite. Formidable. Bonsoir. Ouh là là. Quel beau travail. J'ai assisté à 2 enterrements hier, l'un de Florence Malraux, qui avait été avec moi assistante de René sur l'année dernière à Marienbad, et l'autre, le producteur de mes 2 derniers films, Francis Bösflug. Et bien évidemment, à chaque fois, on écoute, ça s'appelle une oraison funèbre, je crois. Hein? Est-ce que je peux t'engager telle quelle, t'as rien à changer. Merci. Tout ça pour dire, je me sens déjà un peu mort. Non, le discours sera un peu plus sombre. Bon, j'ai beaucoup parlé, du coup je vais commencer par laisser la parole à Mathieu, qui est le directeur artistique d'Orchamps Rencontre de Cinéma. Vas-y Mathieu. Alors ma première question, c'est par rapport à quelque chose que vous avez dit un jour. Vous avez dit que c'était en voyant les films de Cocteau que vous avez découvert qu'il existait quelque chose comme un langage cinématographique. Quelque chose qu'on peut dire dans la vie. Non, mais c'est vrai, j'ai grandi dans un endroit justement pas du tout cinéphile, une ville moyenne en Allemagne, un peu comme le Vichy allemand, Wiesbaden. Le cinéma, c'était dans les années 50, c'était complètement déconsidéré. C'était un truc, voilà, pour le populo. Alors que des gens bien allaient au concert ou au théâtre. D'ailleurs, j'avais déjà un abonnement à l'opéra à l'époque. Ce qui est... un des plus durs souvenirs de ma vie, c'était Electre, à 15 ans, à l'opéra de Wiesbaden. Vous savez, ça fait 90 minutes sans entracte. J'ai cru que je n'arrivais pas à la fin, vivant. Après, j'ai beaucoup aimé l'opéra. Mais il y avait une petite salle où on projetait ce qu'on n'appelait pas encore l'art et essai, ou peut-être que si. Et c'était comme ça en matinée le dimanche, Le sang d'un poète, Orphée. Et c'était ça la révélation. Moi, je voulais faire de la photo et c'était des films en noir et blanc, donc très axé sur la photo. L'expression était tout, on pouvait couper le son, c'était au fond du très grand cinéma muet où l'image parlait. Et oui, c'est peut-être... Ça m'a en tout cas motivé de venir en France pour voir d'où est-ce que ça vient, des films comme ça. Alors, ça a été assez compliqué de préparer cette rencontre, car au vu de tout ce que vous avez fait, et que j'ai essayé de faire un discours à la prétention exhaustive, mais c'est impossible, littéralement.
en lisant même vos mémoires, on aimerait vous questionner sur chaque ligne. On a regardé des masterclass que vous aviez déjà données pour Pascal Mérigot au Forum, pour même Michel Simon au Festival de La Rochelle. Et moi, une question que j'aimerais vous poser, c'est, parce qu'en fait, finalement, on ne vous l'a jamais posée, et pourtant elle est toute bête, mais c'est vous, comment vous commenceriez une de vos masterclass? En tout cas, pas au début. Pas chronologiquement. Il faut entrer quelque part en plein milieu. Ben, je me demanderai toujours, mais est-ce qu'il y a un endroit où tu es plus ancré que dans un autre? Je veux dire, il y a des sédentaires, la question ne se pose pas. J'ai vu Jean-Claude Carrière ce matin, il habite depuis 50 ans pratiquement dans la même maison. Presque autant que je le connaisse, et puis il se réfère toujours au village dans le sud-ouest d'où il vient, où il a écrit Le Vin Bourru, des choses comme ça. Bertrand Tavernier, je l'ai connu quand il avait 16 ans et qu'on était au lycée Henri IV, et il habitait 11 avenue de l'Opéra, je m'en souviens très bien parce que tous les dimanches j'avais le droit de sortir de la boîte pour aller déjeuner chez les Taverniers. Ben, il habite aujourd'hui à 200 mètres de là, rue Thérèse. Et moi, si je compte les adresses que j'ai eues dans ma vie, les pays dans lesquels j'ai travaillé, où j'ai été, et puis j'ai l'impression que c'est toujours pas fini. Il y a 15 jours, j'ai tourné au Burkina Faso. Je dis alors, qu'est-ce qui... What makes you run, Sammy? What makes Sammy run? Pourquoi j'ai toujours bougé? Voilà, si je suivais moi-même cette question, je crois que ça déboucherait un peu sur tous les films que j'ai faits. Parce qu'à chaque fois, c'était une autre raison. Et c'est toujours une fuite. Est-ce que c'est une fuite? Voilà. Je suis, à part ça, à un âge avancé, je suis devenu marathonien. J'ai fait 15 marathons. Et entre nous, on se dit toujours, tout marathonien essaie de s'échapper, de s'éloigner de quelque chose. Il est en fuite. On court pas pour arriver quelque part, mais pour s'éloigner. Et c'est peut-être ça, tu as évoqué la mère de ma maman pendant la guerre. J'avais 5 ans et aussitôt après, c'était suite à un bombardement, on a dû quitter ce faubourg de Wiesbaden où mon père médecin avait son cabinet. Et un de mes premiers souvenirs, c'est effectivement qu'on était sur une charrette avec ce qui restait des meubles entassés dessus et qu'on traversait un très très beau paysage, des collines du Rheingau, donc des vignes, les arbres en fleurs, et c'était au printemps 44, pour aller occuper une petite cabane dans un bois. Et je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment, j'ai souvent pensé même d'en faire un film, mais ce serait peut-être un peu une niaiserie. L'émotion de cet éloignement, et chaque fois maintenant que je suis dans un hôtel ou que je dois partir pour venir très très volontiers faire la masterclass ici à Paris, les enterrements, ça s'est trouvé par coïncidence qu'ils avaient lieu hier. Je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour votre masterclass. Mais donc chaque fois que je fais une valise de plus en plus petite d'ailleurs, il y a une espèce de tristesse qui est là comme un départ, comme pour un départ. Et alors peut-être je cherche toujours cette tristesse, parce que c'est pas du tout qu'on cherche le bonheur. Mais je suis pas lacanien. Mais il y a quelque chose comme si cet acte devait toujours se répéter, de repartir pour aller ailleurs, pas tellement par l'attrait de l'ailleurs, ce qu'on dit toujours, comme si on allait découvrir autre chose ailleurs, mais pour s'éloigner de quelque chose qui est douloureux. Une sacrée déclaration pour commencer une masterclass. Et du coup, qu'est-ce qui vous... Où aller chercher?
Qu'est-ce que vous aimez dans cette tristesse quand vous partez? C'est qu'elle je vous sais inspire? pas, mais non, mais c'est ça. On est comme un forcené. On recrée toujours les situations qui ont été traumatisantes, je pense. Donc le mot nomade, il est bon pour qualifier votre œuvre et vous en tant que personne. D'ailleurs, votre œuvre, à la lecture, parce qu'on a essayé de tout regarder, bon, on n'a pas pu, parce qu'il y a certains films absolument introuvables, en tout cas pour nous. Et puis il y en a beaucoup dont je suis divorcé, alors voilà. je vous les décommande. Je suis allé voir vos amantes que vous aimez encore, on va dire. Mais il y a quelque chose de très existentialiste alors dans ce voyage, dans ce parcours nomade. Parce que dès le début, je ne sais plus qui vous a dit ça, mais très jeune, ne crois pas au bonheur, il n'existe pas. Alors ça, je ne me souviens pas que quelqu'un me l'a dit, mais d'ailleurs ça fait un peu pompeux, un peu trop définitif. Mais effectivement, dans mes lectures trop jeunes, j'ai été toujours attiré par des choses très sombres. Le néant, la nausée, les films noirs français de l'époque, parce qu'à part donc le film d'art de Cocteau, ce qui était vraiment excitant, c'était Françoise Arnould dans les polars de l'époque, femme très sympathique d'ailleurs que j'ai rencontrée beaucoup plus tard, c'est vraiment le film noir. Pourquoi ça s'appelle le film noir? Mais d'abord parce que, bon, ça se passe en général la nuit avec l'asphalte arrosé et à contre-jour, mais c'est aussi parce que c'est des personnages dans le désespoir. Et alors que moi j'aime beaucoup rire dans la vie, à l'écran et en littérature, je cherche plutôt le noir. Alors là, vous avez déjà dit des mots-clés assez importants. Vous parliez de traumatisme avant, de noir, de polar. J'ai quelque chose que j'ai retenu dans vos mémoires et qui est en réponse à quelque chose d'Alain Resnais. Quand on ne fait que soumettre les spectateurs à un choc, ils ne peuvent pas comprendre l'inconcevable. Je ne veux pas assommer les spectateurs, je veux les perturber, les secouer, les rendre curieux, leur faire découvrir quelque chose, disait donc Alain Resnais. Alors est-ce que vous, finalement, ce n'était pas la même chose aussi dans votre pratique de ces thématiques? C'était un homme très très énigmatique, Alain Resnais. Ça faut le dire. Quand on travaille sur Marienbad, c'était évident, on m'avait pris comme assistant parce que j'étais bilingue et que ça se tournait non pas à Marienbad mais à Munich et dans les châteaux autour de Munich. Donc ils avaient besoin d'un assistant bilingue et il y en avait peu à Paris qui étaient qualifiés. C'était ma chance. C'était évidemment, il venait de faire Hiroshima mon amour et on connaissait, qui était pour nous le choc à l'époque au cinéma, enfin un langage nouveau, des interprètes, la photo et puis le nucléaire. Mais aussi, je connaissais bien ces documentaires, les statues meurtres aussi, et évidemment l'horrible nuit et brouillard. C'est donc le film sur les camps de concentration que je crois que personne dans la salle a l'air d'avoir mon âge. Donc, vous ne pouvez pas savoir le choc qu'était ce film. C'était donc presque 15 ans, 12 ans après la guerre, que pour la première fois, on voyait ces images. Ce que vous tous, quand on dit camp de concentration, vous voyez tout de suite ces cadavres entassés avec des bulldozers qui les poussent dans des fosses. Vous voyez les lunettes, les cheveux, les teints, vous voyez les visages émaciés que les libérateurs ont trouvés derrière les barbelés. Mais personne n'avait vu ces images. On avait entendu parler, on connaissait les statistiques, les chiffres, mais on avait considéré que c'était trop intolérable pour montrer ça à des gens. On a essayé tout de suite, Billy Wilder et Hitchcock étaient les deux qui ont travaillé sur un montage des images de ce que les Alliés et les Russes,
qui étaient des alliés d'ailleurs, ont trouvé à Auschwitz, mais surtout à Bergen-Belsen et Mauthausen. Et ils ont fait un montage pour montrer ça à la population allemande et mondiale. Et la réaction de la salle était telle que les gens ou bien s'enfuyaient ou s'écroulaient ou quoi. Ils étaient encore aussi trop près de la guerre qu'on a retiré, qu'on a dit bon ben on va pas diffuser ça. Et c'est resté dans les coffres jusqu'à ce que René, à la demande de l'association des déportés et des survivants, a été chargé de faire un montage. Et c'est ça donc c'est comme ça que nous avons eu connaissance du film. Et d'ailleurs, il n'a pas fait un montage. Il connaissait bien l'histoire. Il savait que c'était intolérable. Donc ce qu'il a fait, il est parti avec son caméraman Sacha Wierny en Pologne, sur les lieux à Auschwitz, pour filmer, déjà comme pour Marienbad, de longs travelling le long des barbelés, le long de la voie ferrée qui conduit dans le camp, le long des baraques, le long des fours crématoires, le long des montagnes de cheveux et de lunettes et tout ça, en couleur. Et il a donc, à chaque fois qu'il y avait ces images comme ça, un petit peu, je dirais presque reposantes, ou en tout cas méditatives, et là, pam, 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 venaient les plans documentaires, et puis hop, il repartait sur un autre long travelling avec, ça encore c'est pas Duras qui l'a inventé, avec un texte dans le off du genre tu n'as rien vu à Hiroshima, bon, ben, tu n'as rien vu à Auschwitz, et une petite musique légère, un petit violon, pas du tout le truc maintenant qu'on colle sur ces images-là, donc de façon très, très, très dialectique, très intelligente. Et voilà, donc ça c'était Nuit et brouillard à l'époque, qui pour une génération, aussi bien évidemment des gens qui étaient concernés parce qu'ils avaient été occupés et poursuivis et persécutés par les nazis, que notre génération à nous, qui étaient les fils donc des faiseurs, de ceux qui avaient fait cela. La génération de nos parents n'allait pas voir ça, refusait de voir ça. C'était... oui, il ne fallait plus en parler. Donc voilà, 3 ans ou 4 ans après avoir vu le film exactement, au collège à Vannes dans le Morbihan, je me trouve catapulté, deuxième assistant d'Alain Resnais. J'osais à peine lui parler, je lui parlais de son génie. Et elle dit, mais le génie, je ne sais pas ce que c'est, je connais que la patience et la persévérance. Ou alors quand je lui demandais, mais alors tous ces longs travelling là, à travers les couloirs des châteaux, qui était censé représenter un hôtel, qu'est-ce que ça va faire aux spectateurs? Il dit, ben justement, je ne sais pas. Je suis curieux de voir quel objet ça va donner. Vous voyez ça? Un réalisateur qui va voir un producteur et il dit, je voudrais faire un film juste pour voir quel objet ça va donner. C'est pas un pitch... qui aura un succès immédiat, mais il avait un tel succès avec Hiroshima qu'il pouvait se le permettre. Vous avez déjà fait ça, vous? Pardon? Vous êtes déjà lancé dans quelque chose où vous ne savez pas ce que ça allait donner auprès des spectateurs? Si, par rapport à cette hérétique saint sur sa colonne, qui pour moi a toujours été Alain Resnais, moi je suis une vraie pute du showbiz. Hein. Moi je veux qu'il y ait des spectateurs, qu'ils soient excités. J'oublierai jamais Jean-Pierre Melville
quand un film sortait, ben, il passait pas le premier soir, tous les soirs de la semaine. Il roulait avec sa voiture, une grosse américaine, l'eau en bas d'abord des Champs-Élysées, puis les grands boulevards, et pour voir la queue, pour voir les gens qui faisaient la queue. Et même pour son tout premier film qui était fait avec des bouts, vraiment des bouts de film, avec des chutes de 20, de 30, de 40 mètres de film qui restaient, c'était bien avant le numérique, Le silence de la mer, donc un film d'après Vercors, très sévère, et tout. Il m'a dit, ben déjà là, j'allais voir devant le Wepler, place Clichy, la queue. Et puis, il y avait un type, là, genre truand, parce qu'il fréquentait un peu le milieu, qui lui disait « Ah ben dis donc, Jean-Pierre, tu les as bien eus. » Alors, à la fois, ça le flattait et ça le révoltait. Et je crois que nous sommes tous dans cette position-là. Bien sûr, on voudrait que les gens viennent voir nos films, mais on ne les fait pas catering to the audience. On ne les fait pas pour leur plaire. On essaie de les avoir avec quelque chose qu'au fond, ils ne voudraient pas voir. Parce que c'est comme ça qu'on les aura bien eus. Il y a le mot persévérance que je retiens de ce que vous disiez de René quand il vous parlait. Et là, sur les essais de vos films, quelque chose que j'ai retenu de vos mémoires, et ça je pense qu'en tant que jeune apprenti cinéaste, on peut vraiment le retenir, c'est que parfois, il y a presque trop de persévérance. Parce que sur certains projets, il semble, quelques lasses, Le Roi des Eaux, Palmetto, c'est des trucs où vous dites, ça j'aurais quand même dû m'arrêter avant pour ne pas faire le film, presque. Oui. Oui, alors ça c'est effectivement une masterclass pour la Fémis. Moi je suis bélier, donc c'est toujours la tête contre le mur. Oui, mais je ne conseillerais pas ça. Louis Malle, dès qu'il sentait une résistance, il disait ah ben, si on essayait autrement, hop, il prenait une tangente, il faisait autrement, il faisait un tour. Et même le grand Nicolas Ray de Johnny Guitar et Rebel Without a Cause, qui avait, dont la vie s'est très mal terminée, peut-être à être trop têtu, il m'a dit un jour, I don't know what the right way is, but one thing's for sure, it's not the hard way. Ça, il a appris que il ne faut pas toujours aller contre les résistances. Donc la persévérance, ça peut être très dangereux. On devient buté, on devient fanatique, on ne voit vraiment plus ce qu'il y a. Parce que quand il y a un obstacle, en général, il y a quand même une raison à l'obstacle. Il ne faut pas dire il est uniquement là, l'obstacle, pour m'embêter, mais il y a quelque chose peut-être avec le film, avec le sujet, avec le casting. Maintenant, je reviens simplement à notre modeste métier. Il y a quelque chose qui cloche avec le projet. Et là, il vaut mieux s'arrêter et essayer d'analyser. Mais c'est très très dur, parce qu'une fois un film lancé, et surtout quand on sent déjà, on va aller dans le mur, c'est très difficile de l'arrêter, de convaincre les producteurs que ça vaut le coup de s'arrêter peut-être quelques jours et de faire le point avant d'aller carrément dans l'abîme. Mais c'est presque impossible. La pression est telle, une fois que la machine est lancée, il faut aller au bout. Et d'un autre côté, le fait que vous soyez bélier, du coup, vous a quand même servi, car vous parliez du fait que vous aviez été traducteur et que c'est ça qui vous avait permis d'être chez René, mais vous avez été aussi traducteur à la Cinémathèque française. C'est comme ça que vous avez rencontré Fritz Lang, quand Lotte Eisner vous engage comme traducteur. Et c'est des conversations qui ressortaient toujours la même chose. Le cinéma en Allemagne n'aurait eu qu'une seule chance de renaître en partant de là où il était resté en 1933. C'est quand même un sacré défi. Vous avez trop bien lu mon livre. Non, il y a un tour, effectivement. Je veux dire, comme vous,
17 ans, enfin à peine le bac terminé, ou déjà avant, à cause de ciné-club, j'ai dit parce que c'était mon camarade de classe Bertrand Tavernier et moi, qu'on voulait de quelque manière faire du cinéma. Et une voie, c'était d'aller à l'IDEC, que j'ai bien préparé, etc. Mais l'autre façon, c'était de s'insinuer dans le cinéma, de faire n'importe quel petit métier pour l'apprendre par la pratique. Et c'est la chance que moi j'ai eue très tôt, d'être stagiaire, d'ailleurs stagiaire non payé, sur un film sur Zazie dans le métro. Et avant d'y arriver, mon école de cinéma, c'était la Cinémathèque française rue d'Ulm, où j'allais tous les soirs pendant 2 ans, tous les soirs 3 films. Ça coûtait quand même à l'époque, ce qui serait aujourd'hui, je ne sais pas, moins d'1 euro en tout cas, mais c'était quand même de l'argent, 3 fois par soir. Et je savais qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui traduise les sous-titres ou les dialogues pour les films qui n'étaient pas sous-titrés, pour des vieux films, pour des films. Et comme ça, je me suis trouvé, d'ailleurs, avec un micro comme ça, et puis j'étais toujours dans ce fauteuil-là, où vous êtes assis maintenant, à réagir sur le vif simultanément, des films que je ne connaissais pas, au dialogue. Et j'ai traduit plus ou moins bien. De toute façon, une fois lancé, comme il n'y a personne qui peut contrôler dans la salle, le tout c'est qu'il fallait que votre dialogue fasse un sens, qu'il reflète exactement. À un moment donné, on se rattrape, mais il y a des moments où on est perdu, et puis quand même, il y a juste le mot qu'il faut qui manque. Et c'est comme ça qu'il y a eu le privilège qu'il y avait des gens extraordinaires qui venaient. Il y avait Abel Gans, il y avait d'autres. Mais le spectacle était autant dans la salle, parce qu'il y avait là, pour poursuivre, moi je pourrais encore vous dire la géographie à peu près. Il y avait le rang des cahiers du cinéma, hein, Godard dans son manteau noir, comme ça, au poignet, Chabrol, Truffaut, puis il y avait les gars de Positif et d'une autre revue à l'époque qui s'appelle Cinéma 56, Cinéma 57, qui étaient comme ça, je veux dire, dans les bancs, avec les gens de rang qui venaient voir que pour voir les belles femmes dans le film. Et c'était d'une vivacité extraordinaire à la fin des projections, parce que tout le monde s'engueulait les uns les autres. C'était très sectaire, et si le film plaisait aux uns, nécessairement, il était archi mauvais pour les autres. Et c'était ça vraiment mon école de cinéma. Et où j'ai senti que, quand même, un bon film, il faut qu'il provoque aussi. Il faut qu'il provoque l'émotion, mais il faut qu'il provoque aussi l'esthétique. Il faut qu'à la fin de la projection, au fond, les gens doivent se lever et s'engueuler les uns les autres. Dans ce cas, c'est un film réussi. Ou alors, au moins qu'ils sortent de la salle, qu'ils fassent le tour du carré, qu'ils entrent dans un bistrot et qu'ils ont encore besoin de parler de ce qu'on vient de voir. Pour moi, la découverte de la France, c'était un pays où on parle. En Allemagne, tout était muet. D'ailleurs, on est plus ou moins revenu à cet état-là. Et j'ai trouvé que... non, je veux dire, il y a toute une génération qui, j'ai l'impression, qui ne parle plus. Or, c'est horrible, parce que je suis convaincu, ce qu'on ne dit pas, on ne le pense pas. Tant qu'une idée n'est pas articulée, verbalement, et à haute voix, elle n'existe pas vraiment là-dedans. Mais tout ça, c'est parti donc de la Cinémathèque. Quelle était votre question? Vous y avez répondu 10 fois. Donc. Ah bon, merci. Et alors, ça tombe bien que vous ayez parlé de la bande des cahiers du cinéma, parce que un peu plus tard, après la Cinémathèque, quand vous avez voulu faire votre premier film, c'était l'époque de la Nouvelle Vague, et Louis Malle vous a recommandé
de ne pas faire la queue pour aller suivre tous ces cinéastes qui voulaient se mettre dans la nouvelle vague, mais de trouver quelque chose de plus allemand? D'être allemand, tout simplement, même. Tout ce que je voulais éviter, c'était de la chronologie, mais elle là, est plus forte que tout. Alors, il faut se résigner. Je suis arrivé, en 3 mots, je suis arrivé en France parce que j'avais envie de m'enfuir de chez moi et que à l'école, il y avait une petite notice qu'on pouvait aller en France pour 2 mois dans un collège pour apprendre un peu de français. Voilà. Alors je me suis porté volontaire, pas pour le français, mais pour m'échapper. Et il y avait le choix entre, je sais pas, Montpellier, Grenoble, Lille et Morbihan. Vannes dans le Morbihan. J'ai vu que c'était au bord de la mer. J'ai dit, ah ben ça j'aimerais bien, j'ai jamais vu la mer. Alors c'est là que je vais aller. Je me suis retrouvé chez des jésuites, Saint-François-Xavier, à Morbihan. Et au lieu de rester 2 mois, je suis resté en France 10 ans. Pas au collège, mais en France. Parce que j'ai réussi à convaincre mon père que je voulais rester là et que j'allais quand même faire des études et mon bac et tout ça. Bon. Donc, voilà comment j'en étais arrivé là. Et évidemment, à la sortie d'une projection comme Nuit et brouillard, mais même dans des... j'en sortais, je me souviens d'un film merveilleux, En effeuillant la Marguerite, avec Darry Cole et Brigitte Bardot. On discutait encore après, et mes camarades me disaient, mais alors toi en tant qu'Allemand, qu'est-ce que t'en penses? Ou alors moi je riais au mauvais moment et dis, ah ben ça c'est typiquement allemand. Et moi qui essayais tout pour être comme un bon petit Français, je me sentais insulté. À chaque fois j'essayais de m'assimiler encore plus. Et ben, ils ont dit, ben, voilà, c'est ça qui est très allemand. Et quand il s'agissait donc de passer à l'acte et de moi-même de commencer à faire des films, alors que j'étais très très bien établi en France, j'étais très bien vu des producteurs, parce que j'ai été un assistant qui veillait à ce que le plan de travail, donc le budget, soit respecté. Mes amis, Mal et autres, m'ont dit, ben non, il y a assez de jeunes cinéastes en France, vas-y en Allemagne. J'avais pas vraiment l'idée. Moi, j'étais venu pour rester. Comme 20 ans ou 30 ans après, j'étais installé à New York. J'avais travaillé avec Miller sur le Commis Voyageur. J'avais fait La Servante écarlate. J'avais fait un film en Louisiane. Je préparais un autre dans le Utah. Et d'un coup, je vois à la télé que le mur tombe à Berlin. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais à New York? Alors que j'étais vraiment installé, j'avais acheté un appartement. Et je suis reparti en Allemagne. Alors pour dire, je suis pas nomade parce que je suis instable, mais parce qu'il y a quand même des circonstances dans la vie. Je suis arrivé en France, je suis resté. À un moment donné, je suis reparti parce que tout le monde m'a dit c'est pas ici que tu dois faire des films. J'étais installé en Amérique, je suis revenu en Allemagne. Je me suis, comment dire, je n'avais jamais un plan de ça. Ma vie n'était pas un projet, sauf que je voulais toujours faire des films, travailler. Et faire des films, ça quand même, c'est ce qu'on appelle en anglais « a body of work », que de quelque manière, tous ces films ensemble, un jour, constituent quelque chose d'un peu homogène. Même s'ils sont tournés dans des pays très différents, dans des cultures très différentes, mais qu'ils répondent à quelque chose. Évidemment, c'est pas réussi, on peut pas réussir un pari pareil. On fait des films qu'on regrette, oui, mais en tout cas qu'on voudrait éliminer. Oui, et donc, voilà, comme ça, je suis parti en Allemagne.
J'ai écrit le scénario des Désarrois de Lefterless que vous allez voir tout à l'heure. N'oubliez pas, c'est un film qui a 52 ans. Et j'ai écrit le scénario, je l'ai envoyé en Allemagne à un producteur que j'avais rencontré. Pas de réponse pendant 1 an. Parti avec Bardo, Moro et Louis Malle au Mexique pour tourner Viva Maria. Et en rentrant à Paris, j'ai poussé jusqu'à Munich, je suis allé voir le producteur, et d'un coup, il a dit oui, je suis d'accord pour le produire, et puis on a eu de l'aide en France, de l'avance sur recette. Et c'est un film qui, tout simplement, comme je connaissais absolument plus l'Allemagne, j'étais parti, j'avais 15 ans, et entre-temps j'en avais 25, mais je les avais passés en France. Comment faire un film en Allemagne si on dit qu'on n'est rien? Donc déjà, ça aide que c'est historique. Et deuxièmement, ça se passe dans un internat. Dans un internat un peu militaire allemand, mais en ça, l'univers de l'internat, je connaissais bien, puisque je venais de passer 3 ans en boîte. Et d'ailleurs, je l'ai entièrement modelé, cette institution militaire autrichienne, sur comment ça se passait chez les jésuites à Vannes. Il n'y avait personne qui pouvait contrôler ça. Mais ça je savais comment ça fonctionne. Et oui. Il y avait cette violence qu'on voit un peu dans le film. Il y avait un peu ça dans votre internat? Non, on n'a pas eu des violences comme ça. Curieusement, j'ai connu des violences comme ça encore à l'école en Allemagne. Mais je savais que, comment dire, les garçons de 12 ou 15 ans, c'est pas des enfants de cœur, même s'ils sont des enfants de cœur. Mais que la violence et la cruauté surtout est pratiquement constitutive de l'adolescence. Mais là, et d'ailleurs, c'est jamais ça qui m'a tellement choqué. Je sais que l'attaché allemand est parti en claquant la porte au Festival de Cannes, ce qui m'a valu une petite attention de la part des médias. Parce qu'il était horrifié que le public pense déjà encore des jeunes Allemands adolescents sadiques, hein, des rapports Oradour-Törles. Non, moi ce qui m'a fasciné dans le film, et vous allez le voir, c'était la question, mais le mal ou la mauvaise action, où est-ce qu'elle commence? Jusqu'où je suis bon, et où est le pas que je fais où d'un coup je m'engage dans le mal? Puisque c'est les lignes morales sont peut-être tracées un petit peu dans notre civilisation, mais au moment même, on ne sent pas je veux dire, à quel moment on franchit une frontière, la transgression, ça s'appelle, je crois. Elle n'est pas consciente, on n'est pas là. Et donc, quand on a 16, 17, 18 ans, qu'on essaie de bien faire, on voudrait savoir, mais la transgression, où est-ce qu'elle est, jusqu'où je peux aller, et à quel moment je suis allé trop loin. Et d'ailleurs, la seule façon, c'est d'essayer. Dès qu'on l'a fait, on est déjà allé trop loin. Donc on s'en sort pas. Mais c'est ça, pour moi, la vraie question dans les désarrois de Lefterless. C'est pour ça qu'il est dans le désarroi. Et par accident, ou à côté aussi, qu'il se rend compte qu'il n'est pas vraiment... On parle d'un film que vous verrez tout à l'heure, seulement il ne faut pas dire ça. Donc, il ne faut pas trop en parler. Il croit pouvoir être observateur, spectateur du monde. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Et il ne se rend pas compte que même le spectateur, même le témoin, peut être coupable. Parce qu'il y a toujours une complicité si on n'intervient pas. Bon,
Fermons la parenthèse morale. Ce que vous dites. Il n'y a pas quelque chose de plus simple. justement, Comment a été fait dans Away ou comment. Ça me permet de rebondir sur quelque chose que vous avez dit avant et de casser un peu cette chronologie. On essaie de fuir. Bardot était génial d'ailleurs, vraiment très, très, à l'époque, très gentille, très vivante, incroyable, vraiment une personne merveilleuse. J'ai fait 2 films comme assistant avec elle. Et Delphine Seyrig, oui, formidable. Moi, j'ai eu... Vous avez parlé comme si j'étais Don Juan. Non, non, pas du tout. Moi, j'ai eu beaucoup d'amour, mais presque tous platoniques. Ah bah du coup, j'avais une autre question. Comment je vais m'en sortir? Oui, parce que... Bon, mais là, du coup, on revient à votre jeunesse. Hein, donc on reste chronologique. Mais dans votre jeunesse, justement, la confusion de vos désirs et votre timidité vous ont mis sur une voie dangereuse. Et je vous cite... constituant un tout vivre en imagination au lieu de le vivre directement. À l'époque, je ne paraissais n'être que spectateur de la vie et attendre d'y être impliqué sans faire les premiers pas. Vous m'avez lancé sur le sujet. Non, mais je veux dire, en effet, de contradiction. Vous voyez, d'une part, il est vrai que j'aime beaucoup lire, me retirer, être contemplatif, et d'autre part, je suis d'un actionnisme effréné. Comment ces choses-là viennent ensemble. Heureusement, le métier de cinéaste permet d'allier tout ça, parce que c'est un petit peu... Bon, non. C'est pas comme les généraux qui préparent une guerre, non. Je ne vais pas me comparer aux militaires. Mais nous sommes obligés de beaucoup réfléchir, d'être tout seul, de travailler sur un scénario, de penser, de rêver, de voir pour le casting qu'est-ce que ça pourrait être, et puis et préparer des plans, comment on va tourner, se promener dans la campagne, dans la montagne, au bord de la mer, dans les villes, comme un promeneur tout seul, à faire ce qu'on appelle des repérages, c'est-à-dire de trouver des lieux qui iraient bien avec telle ou telle action. Donc tout ça, c'est des choses formidables qu'on peut faire tout seul ou avec un assistant, avec quelqu'un. Et puis d'un coup, paf, on est là avec 200 personnes et il faut y aller, il faut faut pas lâcher pendant des semaines et des semaines, peu importe. Ouais, c'est à ce moment-là qu'on fait la guerre, quoi. Et après, on se retrouve tout seul dans une salle de montage avec un monteur, avec toutes ces images, et on essaie de mettre de l'ordre là-dedans. Donc, pour des caractères très contradictoires qui vont un peu dans tous les sens, le métier de cinéaste est idéal. D'ailleurs, dans vos mémoires, quand vous parlez du tournage du Tambour, qui a quand même été le tournage presque le plus pharaonesque que vous ayez fait, et puis avec le succès qui va derrière, on le sait, vous dites quelque chose qui vous pensez ce que vous venez de dire. Au milieu de cette agitation, je me pose la vieille question, pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce qui te pousse? Je n'en sais rien, tout ce que je sais, c'est que je ne voudrais pas d'un autre métier, ni d'une autre vie. C'était il y a 10 ans. Toujours pareil aujourd'hui? Oui, toujours pareil, oui. Sauf que faut peut-être... je ne suis pas vraiment pressé de faire le prochain. Mais c'est ça, on arrive sur le lieu de tournage, on voit des vingtaines de camions qui sont là, du matériel, des gens qui s'agitent. On sait que tout ça, ça coûte de l'argent et qu'ils sont tous logés dans des hôtels des environs et tout ça. Et on a là, comment oses-tu faire ça? Tout ça, c'est pour quoi faire? C'est pour un petit môme avec un tambour assis sous une estrade qu'il faut mettre en scène le monde entier autour. C'est d'une arrogance inouïe. Hein? Je veux dire, un écrivain, il écrit cette scène, un peintre, même quand il peint un grand tableau de bataille, hein, il n'a pas besoin d'avoir tous les soldats. Et donc il y a toujours ce moment de recul. Il ne faut pas que ça prenne trop le dessus, parce qu'à ce moment-là, il y a un assistant, quelqu'un qui vous donne un coup de pied dans les tibias, et maintenant il faut y aller, il ne faut plus hésiter, maintenant il faut décider, il faut y aller. Alors est-ce que la caméra, elle est là ou elle est là, et eux, ils arrivent de quel côté? C'est ça qu'ils veulent savoir. Et
et alors là, on est emporté par le tourbillon. Mais c'était comment dire, la même dialectique était à l'intérieur même du sujet du tambour, qui est, et c'est pour ça peut-être qu'il était spécialement idoine pour moi, c'est un petit garçon qui regarde le monde. Donc il y a toujours le va-et-vient. Je suis avec David Bennett, qui avait 11 ans à l'époque, que je transportais sur ma hanche, qui avait la moitié de la taille qu'il devait avoir à son âge à peu près. Et je travaille d'une façon très très intime avec lui sous une estrade. Et puis hop, je me retourne et il y a 2000 figurants qu'il faut faire défiler, qu'il faut faire valser, qu'il faut faire ceci, cela. Et alors on se relance dans ce truc-là. Aussitôt, lui se sent négligé, et en plus un môme facilement se sent négligé. Comment tu n'as Dieu que pour tes figurants, etc. Mais c'est pas d'eux qu'il s'agit, c'est moi, le caractère principal du film. J'ai dit, bah oui, mais je ne peux pas argumenter avec lui, mais sans le monde dans lequel tu es, ton personnage n'est rien. Donc en ce sens, justement, je pouvais dans ce film à la fois traiter la question du spectateur, puisque lui, il est un spectateur, même un voyeur par excellence, et en même temps montrer tout le monde et la guerre et les nazis et tout ça entour, et en plus, finalement, de le faire intervenir comme provocateur. C'était la combinaison idéale. Et alors, puisqu'on parle du tambour, donc je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, et du coup, j'ai retrouvé une phrase que j'ai trouvée très mystérieuse, et que je ne sais pas pourquoi elle faisait un peu écho à ce qui se passait aujourd'hui, je trouvais. C'est à la sortie du cirque, c'est quand le Lilliputien parle à Oscar, il parle au nom des artistes, et il lui dit « Très cher Oscar, soyez sensible à la prière d'un collègue. Nous autres, nous ne devons en aucun cas être spectateurs, notre rôle est de descendre dans l'arène et d'agir sur l'événement, où ce sont les autres qui agiront. Les autres vont arriver d'ici peu, ils vont occuper les places et parader, ils vont défiler avec arrogance, édifier des tribunes partout, des tribunes qu'ils peupleront. Dieu des tribunes, alors ce sera notre destruction qu'ils prêcheront. » Très bien trouvé, mais malheureusement, l'artiste n'a pas le pouvoir, même s'il monte sur les tribunes, avoir une vraie influence sur les masses. On peut par des films, et j'aime beaucoup ce qu'on appelle, on l'appelait le cinéma engagé, le cinéma politique. Non, j'aime beaucoup m'engager, je ne peux pas m'empêcher de m'engager, toujours, d'intervenir. Mais quand on fait un film, il faut le faire avec cette conscience-là qu'il faut participer à la vie et participer à la société et tout. Mais il ne faut surtout pas croire qu'on puisse avoir une grande influence par les films. Ce sont d'autres forces, chaque fois, comme maintenant avec la montée du populisme, et combien de fois on l'a vu, mais on se dit, mais il faudrait faire quelque chose pour arrêter ça. Eh ben, oui, la volonté est juste, seulement les moyens d'intervenir sur des mouvements sournois et souterrains comme ça qui font que tantôt une société va dans une direction et tantôt dans une autre, sont infimes. Il faut le faire pour encourager les copains. Je veux dire, il faut le faire pour que tous ceux qui sont engagés, qu'ils soient militants ou autres, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de films, ils ont besoin d'encouragement. Mais je ne crois pas qu'on puisse convertir qui que ce soit par le cinéma. Ça, vous n'y avez jamais cru? Mais l'encouragement est très très important, et c'est presque plus important de fortifier ceux qui sont prêts à se battre. C'est plus important que d'essayer de convaincre d'autres. Parce que là, vous
vous le dites aujourd'hui, mais vous, quand vous étiez jeune au moment de les réaliser, ce que vous disiez avec Margaret von Trotta, même Fassbinder, à aucun moment vous y avez cru au pouvoir de cinéma? Parce que aussi, à côté, on voit des cinéastes qui se font tuer pour ce qu'ils ont fait. Je pense à Pasolini, on se dit, ok, peut-être que leurs films n'ont pas ce qu'ils auraient voulu, mais ils craignent presque de leur vie derrière. Oui, mais c'est très spécial. Pasolini, on peut pas dire qu'il s'est fait tuer par une conviction de cinéma. Non, je ne crois pas que... je ne sais pas si on est artiste ou artisan, ou disons qu'un cinéaste doive se faire tuer. Hein. Non, on ne fait pas la guerre, on fait des films. Ça n'empêche que la volonté de s'engager, elle est humaine, elle est normale. Je veux dire, on voit quelque chose, on est révolté. Maintenant, c'est pas facile de raconter ça, mais quand j'allais au lycée Henri IV, pas loin d'ici, dans ces quartiers entre Maubert, là-bas et jusqu'ici, etc., vous aviez des CRS armés à tous les coins, il y avait des rafles la nuit, il y avait des corps qui flottaient sur la Seine le lendemain, il y a eu des textes comme celui d'Henri Alleg sur la torture pendant la guerre d'Algérie qui ont apparu, et il était évident que nous tous étions révoltés. On s'est dit, qu'on soit allemand ou français d'ailleurs, il n'est pas possible qu'au nom de nous, c'est-à-dire des hommes en général, quel que soit leur passeport, d'autres hommes fassent ça. Donc il faut s'engager contre, et si on peut s'engager avec le cinéma. Mais je ne crois pas que ouais. Est-ce que nos films ont jamais eu un effet réel sur la réalité? Je ne le sais pas. Et je ne le regrette pas du tout. Je trouve qu'il est assez qu'on encourage, disons, moi, spectateur, je suis au cinéma et je suis bouleversé par quelque chose. Je vois, enfin, à l'époque, c'était un film comme Sur les quais, sur la corruption des syndicats dans le port de New York, et on sort de là et on se sent, comment dire, transporté, moralement élevé. Oui, il faut faire quelque chose, il faut pas laisser l'injustice, l'inégalité s'installer. Faut mettre des bâtons dans les roues, faut s'engager. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Vous savez tous. Il s'agit seulement, il ne faut pas trop, ce que je dis, il ne faut pas croire que le cinéma peut être un instrument de propagande terrible. C'est ça que peut-être il faut dire. Il peut encourager les plus bas instincts chez le public. Le cinéma peut être terriblement démagogique. Le cinéma qui éclaire, il peut être efficace aussi, mais il ne conduit pas sur l'action directe. Et c'était plus ça, en fait, la question que j'essayais de poser, que vous avez très bien formulée. Parce que je veux dire, d'éclairer ou d'expliquer ou de faire comprendre, c'est le contraire de la propagande. Et si on fait du cinéma pour inciter les gens à faire quelque chose, nécessairement on fait de la propagande, disons même si c'était pour la bonne cause, mais c'est quand même mauvais. Et en plus, c'est indigne, disons, de l'art de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un débat qui a lieu sur la forme d'engagement à travers le cinéma, mais aussi cette notion à prendre de la
du pouvoir de représentation du cinéma qui est un peu au milieu de ce flux d'images télévisuelles, internet, électronaires. En fait, comment trouver sa place et comment s'engager avec le cinéma quand il est perdu au milieu de ce flux d'images aujourd'hui? Je vous envie pas votre place. Non, c'est vrai. Nous, on a connu l'âge d'or du cinéma, à la fois par la nouvelle vague, la réinvention de la forme, et aussi c'était le moment où la société entière passée anticolonialiste a changé, est devenue quand même beaucoup plus démocratique, et puis par 68 c'est même passé dans les mœurs, même en tout cas ça a été une révolution culturelle, mais tout ça c'était encore on pouvait parfaitement voir de quoi il s'agit maintenant avec le numérique et avec les nouveaux médias, et c'est tellement explosé. Voilà, je vous envie pas, mais allez-y quand même. Oui, c'est ça, j'allais vous dire, vous encouragez-nous un peu avec... Oui. Non, d'accord. Non, mais parce que finalement, c'est pas... D'abord parce que c'est un très beau métier, hein, que ce soit en numérique ou en pellicule, peu importe. Parce que le plus beau, c'est quand même le travail avec les acteurs et le travail en équipe, et qu'on est là et qu'on est au corps à corps quotidien avec d'autres. On est tout le temps au plus intense de la vie. Donc ça c'est formidable. Il n'y a pas beaucoup d'autres. Il y a peut-être des métiers plus utiles, mais il y en a probablement pas beaucoup qui vous mettent tellement au contact des autres, et en plus on travaille avec les émotions et les situations les plus extrêmes dans lesquelles on peut se trouver, que ce soit un amour fou, une séparation, que ce soit une mort ou une lutte. Les histoires qu'on raconte nous forcent à traiter des situations extrêmes qui, en général, dans la vie ne nous arrivent pas, mais elles sont tout aussi réelles quand on les met en scène. Et ça, je crois que ça ne changera pas, que ce soit le numérique ou que ce soit une série de télé. Si on le fait sérieusement, ce sera toujours bien. Vous n'êtes pas trompé, c'est ça que je veux dire. Allez-y. Et justement, on parle du numérique et de la pellicule. Il y a quelque chose que vous dites et que je ressens aussi, et qui peut peut-être se faire ressentir comme un manque, c'est que le cinéma pellicule, il est palpable. Il y a quelque chose, il y a une image qui est là, qui s'inscrit, qui est scellée, qui existe. Est-ce que vous, ce passage de la pellicule au numérique, c'est-à-dire à l'image, on peut dire abstraite, parce que c'est vrai qu'une carte mémoire, si on la met à la lumière, on ne voit pas beaucoup à travers. Est-ce que vous avez senti une différence, et même dans la direction d'acteur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un retour fait qu'on est presque en train de regarder son film se faire plutôt que de le regarder devant soi. Comment vous l'avez vécu, cette différence, sachant que, et ça, bon, je ne sais pas si c'est très utile de le dire, mais je trouve que votre cinéma est toujours d'aussi grande qualité avec le numérique. Non, mais d'abord, je l'ai vécu comme tous les cinéastes de ma génération, et même ceux d'une génération de deux après. C'est une facilité, mais c'est aussi un petit peu la mort du cinéma. L'art, que ce soit qu'on fasse de la sculpture, on l'a fait dans le marbre, que ce soit quelle que soit la résistance de la matière est très importante. Et pour nous, la résistance de la matière, c'était d'abord, on ne pouvait pas photographier n'importe quoi, ça dépendait des objectifs, des émulsions, du travail, mais aussi de l'argent. Donc on était entraîné avec un minimum de pellicules d'obtenir le maximum d'images et de films. Et ça a été une discipline pour moi formidable, non seulement en observant les réalisateurs dont j'étais assistant, mais surtout quand je travaillais moi-même après. On ne filme pas d'inutile. On était obligé de se concentrer énormément. Quel autre plan on a besoin? Quel autre angle? Est-ce qu'il faut faire tout le dialogue dans ce plan-là ou seulement juste les 3 phrases dont on a besoin?
c'était une façon de t'obliger à décortiquer l'histoire que tu veux raconter, qui était une discipline formidable, et qu'aujourd'hui les gens ne savent même plus de quoi on parle quand on dit ça. Et le résultat, c'est que les acteurs s'épuisent. Ils le font sous tel angle, la caméra à l'épaule, on passe par là, par là. Bon, il y a des acteurs qui disent oui, mais ça me donne une grande liberté parce que je peux arrêter au milieu de la prise, je peux reprendre. Au fond, ça ne compte pas. Le matériel là, sur lequel c'est enregistré, c'est gratis. Donc, mais ce n'est pas la même chose. Je trouve que l'acteur aussi a besoin de savoir maintenant, c'est le moment qui compte. Et d'accord, cette prise-là, c'était pas ça, on arrête, on la reprend, on parle pour voir qu'est-ce qui n'allait pas, et hop, on en fait une autre, et ça y est, et il sait, maintenant, c'est maintenant le moment ou jamais de faire ce qu'il faut faire. Et j'ai observé des cinéastes qui ont grandi avec le numérique. J'ai l'impression que soit ils tournent jamais, il n'y a jamais cette concentration sur le moment. Et l'acteur, il fait la scène, il la refait, il la refond autrement. Et la caméra attrape des bouts par-ci, par-là, et après on monte tout ça. Mais ça n'a pas la même concentration. Et donc il faut traiter le numérique, pas d'une façon dogmatique, mais presque comme si c'était la pellicule, c'est-à-dire qu'en exigeant la même concentration sur le moment. Parce qu'il s'agit toujours de... c'est tellement difficile. Ce qu'on veut avoir à la fin, c'est que... Pourquoi est-ce qu'on veut qu'un acteur soit bon? On s'en fout qu'il soit bon ou mauvais. Ce qu'on veut, c'est que dans la scène qu'on a tournée, il y a comme un moment de vie qui a été capté. Et qui a été capté d'une façon... ça, je ne l'ai pas encore vu comme ça, mais c'est vrai, je sais exactement ce qu'il ressent. Hein, le spectateur est pris par ça. Et ce sont ces moments privilégiés qu'il faut essayer d'avoir en boîte, d'avoir là. Et je crois que quand même 100 ans de cinéma avant le numérique a prouvé qu'il n'y a que sous cette extrême concentration qu'on peut y arriver. D'ailleurs, il va falloir parler de votre direction d'acteur, c'est un peu nécessaire lors de cette masterclass. Un jour, Sven Nykvist... C'est presque impossible de parler de la direction d'acteur. Oui, c'est vraiment une chose qu'il faut faire. Chacun a sa manière de le faire. Je connais des réalisateurs qui le font d'une manière ou d'une autre, et je ne sais même pas comment je le fais exactement, moi. C'est pour ça que j'allais parler de Sven Nykvist. C'est comme ça que ça se dit, qui un jour vous a dit, c'était sur Torles, non, qui vous a dit que votre direction d'acteur lui faisait penser à celle de Bergman, et qu'elle était concentrée sur j'ai noté la sollicitude et l'attention, et c'est comme si c'était la seule recette. Non, comment dire, c'est une petite chose. Pourquoi les acteurs, en général, dans les films de Bergman, sont quand même, pour nous qui faisons du cinéma, assez étonnants. Hein. Quand on allait à la Pagode ou ailleurs pour voir les premiers films de Bergman, c'était la photo noir et blanc, le sujet, la mort, les saltimbanques, tout ça, c'était très bien. Mais ce qui nous frappait surtout, c'était l'incroyable intensité des acteurs. J'ai aussi un mot terrible qui est authentique. Mais enfin, ils avaient l'air de vivre là, et que ça ne pouvait être que comme ça. Et qu'on avait donc, chaque fois qu'on regardait, surpris un moment de vraie vie. Et Bergman l'obtenait apparemment en les mettant d'une part dans son atmosphère à lui, mais d'autre part en créant le maximum qu'il soit à l'aise, qu'il soit complètement... Il y a une scène difficile avec Liv Ullmann, il racontait
Sven, c'était comme toujours, Bergman le matin, pendant que lui il éclaire sur le plateau, il allait voir l'actrice dans la loge, il lui parle, qu'est-ce que tu as fait hier soir, ah bon, tu as été dîner avec qui, qu'est-ce que vous avez mangé, de quoi vous avez parlé, etc. Et puis peu à peu, parlant, il l'emmène sur le plateau, il dit, d'ailleurs ta place elle est là, et puis vous êtes prêt à tourner. Bon, Liv, tu te souviens du dialogue, hein, on l'a répété assez la semaine dernière. Si on faisait une prise, il a complètement enlevé la préoccupation, la peur que tout acteur a de devoir donner sa performance, de jouer en détournant l'attention sur autre chose. Je veux dire, ça c'est une très très belle anecdote, je crois qu'elle sert beaucoup. D'ailleurs, moi, j'ai quand même rien appris parce que 10 ans après, et toujours avec Sven Nykvist à la caméra, on est avec Jeremy Irons à faire Un amour de Swan, et c'est tout à fait vers la fin où il doit dire que j'ai passé des années de ma vie et dépensé ma fortune pour une femme qu'au fond je n'aimais pas, qui n'était pas mon genre. Alors je vais voir Jeremy, j'ai dit ça va, tu es prêt, etc. Tu sais que là on va voir. Donc tout à l'heure, il dit cette phrase à son coiffeur, c'était une invention que j'avais rajoutée parce que pas un monologue. Et j'ai dit, voilà, alors on va faire tourner cette phrase, c'est une des plus célèbres de Proust. Alors il saute en l'air, il hurle. Comment peux-tu dire une chose pareille? Comment veux-tu que je la dise maintenant que tu me dis c'est la plus importante? Vous voyez comme quoi, même avec une belle anecdote, on n'apprend rien. Il l'a quand même bien dit après. Évidemment, s'il y a des questions. Ouais, comme le temps passe, on va peut-être laisser la parole. Vous laissez la parole, est-ce qu'il y a une question? Sinon, nous, on va jamais s'arrêter. Vous êtes sûr? Allez-y, continuez. Alors, moi, je voulais revenir sur un truc que vous avez dit tout à l'heure et que j'ai trouvé très instructif. Vous disiez qu'une anecdote va servir, mais ça, si. Un enseignement des jésuites, c'est que j'appris encore, c'est que tout ce que l'on pense mais que l'on n'exprime pas par l'écrit n'a que peu de valeur et s'oublie vite. Ce n'est qu'en le rendant public que je me l'approprie. Ce que l'on peut éprouver et penser au plus profond de soi sans l'exprimer n'est généralement que du confortable sur place. Alors faire des films, pour vous, n'est-ce pas une mise en pratique concrète de cet enseignement? Là, non pas écrire, mais filmer. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, la valeur du débat, mais aussi la valeur de faire quelque chose. Parce que on pourrait aussi rêver au film qu'on ne tourne jamais. D'ailleurs, c'est un petit peu... j'avais des amis jeunes cinéastes arabes. Chaque fois que je les rencontrais au Festival de Cannes, sur les marches, là, quand c'était encore très relax et convivial, il me racontait son projet. Et l'année d'après, je dis à quoi tu travailles? Et il me racontait son projet qui était l'histoire était encore plus aboutie. Et la troisième année encore, jusqu'à ce que j'ai compris que pour lui, au fond, le film existe s'il le raconte. Et mais c'est pas vrai. En réalité, il faut le faire. Il faut le faire parce il ne suffit pas de rêver. Et ça vaut pour tout. Parce que c'est très très curieux quand on commence le travail d'acteur. Là, j'ai fait avec une jeune comédienne, Camille Raza, un monologue de 70 minutes au Théâtre des Mathurins, là, qu'elle joue en ce moment, un vieux juif blonde. Texte vraiment très riche et très curieux, auquel j'ai pas beaucoup cru quand je l'ai lu la première fois. J'ai dit, c'est un peu loufoque, c'est l'Europe centrale et les violons de Chagall, voilà. Eh ben, on a dit, on va répéter pendant un mois. Et pendant un mois, tous les jours, on était là de 12h à 16h, avec une petite pause. Et on redit le même texte. Et on le redit, et on le fait, et on commence à bouger.
Et voilà. Et d'un coup, il prend vie, il prend une toute autre vie de ce qu'on a pensé, qu'on ne pouvait pas savoir avant. Et c'est ça que la différence entre rêver, je peux rêver en lisant un roman, ah ben oui, ben je rêve, je vois un film, mais il faut passer à l'acte. Et on commence à travailler dessus, et d'ailleurs d'un coup, on est très surpris qu'au fond, tous les jours, il y a une idée ou deux qui vient. On ne sait pas d'où, mais ne serait-ce que simplement en répétant. Il faut faire, il faut travailler. C'est pour ça que je crois que ce qui était formidable à l'époque j'imagine à l'époque du cinéma américain, des studios, où le metteur en scène, on lui disait, bah tiens, lundi prochain, vous allez tel plateau avec tel acteur faire travailler sur tel film. Et puis après, c'était ça et c'était ça. C'était seulement le practice. Et ça, à ce moment-là, on ne se pose plus la question comment je dirige un acteur ou comment je travaille avec l'opérateur. Ça devient un vrai métier. Et moi, je ne sais pas du tout si j'ai un cinéaste-auteur, c'est à d'autres de décider, mais pour moi, je le fais en tant que métier. Et un métier que j'aime beaucoup et qui est assez difficile comme ça, sans être auteur. Il faut croire que j'ai écrit des scénarios, beaucoup. D'où la notion d'artisan, du coup. Ouais, c'est toujours mal compris quand on dit je suis un artisan. On peut bien comprendre ça que quand on sait que pour moi, un artisan, c'est plus qu'un artiste. C'est un artiste qui ne se fait pas des grandes idées. C'est un artiste qui ne fait pas de numéros. Voilà. J'aimerais bien que vous nous parliez de la mise en image. On a parlé des acteurs, des thèmes. Votre manière d'aborder la mise en scène. On a parlé des acteurs, des thèmes. Vous avez même dit tout à l'heure, ce serait formidable d'arriver sur l'ensemble des films à parler de quelque chose d'homogène. Est-ce que ça se situe plutôt dans le récit ou dans ce travail sur l'image, sur la mise en scène, la manière de chaque film de vouloir faire des cadrages, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Volontiers, parce que ça se fait au fur et à mesure. Évidemment, on a tel film, revenons au tambour, avec le directeur de photo, Igor Lepter, formidable terrain. On se demande comment faire et on regarde des livres d'images pour enfants, de contes de fées, de choses pour s'imprégner. On regarde des jouets, les couleurs de jouets, les jouets en émail et fer blanc qu'il y avait autrefois. On cherche une sorte de vocabulaire là, mais au mieux, avant de tourner une séquence, on fait des esquisses sur le papier en lettres de l'hôtel, mais pas de storyboard, pas de partie trop pris avant, plutôt quand on arrive sur les lieux, de voir quelle est la lumière aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait rendre ça. Il faut y aller très en avant, quoi, 1 heure ou 2 avant si on peut. Et puis ça se trouve, mais c'est très très peu prémédité dans mon cas. Évidemment, j'ai lu dans l'avion La mort du commis voyageur en allant à New York quand on me l'avait proposé, et je ne sais pas pourquoi j'ai vu une espèce de long couloir comme on en voit dans les films noirs américains, où après on m'a expliqué mais jamais il y aura un long couloir comme ça dans la maison d'un commis voyageur à Brooklyn, mais j'avais cette image du gars qui vient ce long couloir avec ses 2 valises plein des exemples, des marchandises qu'il devait vendre, et de quelque manière cette image s'est retrouvée. Mais l'histoire de la tête de cheval avec les anguilles qui sortent dans le tambour, bon, elle était dans le roman, mais ce qui n'était pas dans le roman, et ce qu'on a trouvé ce jour-là, que la mer était absolument
plate. Il n'y a que la Baltique qui peut être aussi plate. Et qu'au-dessus, il y avait des nuages qui ressortaient encore plus par certains filtres. Et c'est ça qui a donné l'image. Mais ce n'était pas une chose... et on savait tout de suite, mais ça, on peut le filmer quand on a un plan très très large. Ça aurait été un autre jour, une autre lumière, on l'aurait fait dans un cadrage moyen, et ça aurait été une autre séquence, peut-être forte aussi. Mais je crois beaucoup quand même la cinématographie, c'est aussi de la photo, et dans la photo, il faut avoir les yeux ouverts, et il faut voir qu'est-ce qui se présente, plutôt que d'essayer de fabriquer quelque chose. Le temps est passé très vite, beaucoup plus vite que ce que l'on voulait. Si on veut avoir le temps de regarder le film et de dédicacer votre ouvrage, on va devoir vous poser une dernière question, qui est la même que l'on pose à tous les cinéastes que l'on reçoit, c'est bien la seule, qui est très simple. C'est donc je n'aime pas le mot, mais conseil, quelque chose que vous pourriez partager avec nous en fin de masterclass, en tant que jeune cinéaste. Oui. Un jeune cinéaste, un étudiant en cinéma. Vous savez, même si j'avais la réponse parfaite à articuler maintenant, ça ne vous servirait à rien. On apprend qu'en observant les autres. D'ailleurs, ça vaut pour toute éducation. Ça se fait par l'exemple que vous donnez. Et si vous m'avez observé, voilà, vous voyez comment je fonctionne, vous dites, lui, il fonctionne comme ça. Et la semaine prochaine, il y aura quelqu'un d'autre et il fonctionnera autrement. Et vous comprendrez, à la fin, il faut que vous fonctionnez à votre manière, à vous. Il n'y a pas d'autre conseil que de faire. Il faut faire. Merci infiniment. Et donc, nous sommes très heureux de vous montrer cette version restaurée du premier film de Volker Schlendorf, Le Désarroi des Leftorless, avec d'ailleurs Mathieu Carrière qui est dans la salle, le personnage principal. Quoi ?